Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. Le commerce sous toutes ses formes, qu'il soit physique ou digital. Et une façon de consommer change et avec elle forcément les manières de vendre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec notre invité Serge Papin, PDG de Système U, qui mise plus que jamais sur sa marque distributeur pour fidéliser les clients. Le débat du jour, le commerce en gare est-il un commerce comme les autres? Nous en parlerons avec Patrick Ropert, directeur général SNCF Gare et Connexion, et Cécile Buffard, elle est rédactrice en chef adjointe de Point de vente. Et puis les chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui parcourt le monde pour nous ramener les dernières innovations en matière de commerce, direction Bruxelles aujourd'hui. Et puis clap de fin avec Hervé Novelli, ancien ministre des PME et créateur du statut d'auto-entrepreneur. Mais tout de suite, ce sont les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et pour les news, on retrouve Hélène Cornet. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors on commence avec les Galeries Lafayette qui surfent plus que jamais sur les outlets. Effectivement, les Galeries Lafayette qui vont ouvrir leur 3e outlet, et c'est à Honfleur. Vous savez, ces outlets, c'est là où on trouve des grandes marques à petit prix. En général, c'est la collection de l'an passé, et ça marche tellement fort que les Galeries Lafayette s'y sont mis depuis 2 ans, et ils vont ouvrir le 3e à Honfleur. On en compte à peu près une vingtaine aujourd'hui d'outlets en France. Celui d'Honfleur espère générer autour de 80 millions quand même d'euros de chiffre d'affaires. Il compte sur les 2 millions d'habitants sur place en fait, mais aussi sur les 3,5 millions de visiteurs qui viennent voir chaque année le petit port normand. Eh ben voilà, j'imagine, parce qu'au Honfleur, on se demande ce qu'ils vont faire là-bas, mais c'est qu'il y a les touristes aussi, bien entendu, sur place. La Gardère Active qui s'offre l'appli Shopcade, c'est quoi ça? Alors, je vous rappelle le principe de cette appli. Vous avez un article assez court sur la mode, les stars, la déco, écrit en général par des blogueuses. Et juste en dessous, vous avez les articles cités justement dans cet article. Vous cliquez, il suffit, c'est vraiment très simple, pour aller sur le site marchand et pouvoir acheter tout ce qu'on vous montre. Et donc là, c'est le groupe Lagardère qui achète cette appli-là et qui va en profiter pour l'utiliser en fait pour 2 de ses magazines, Elle et Public. Et comme ça, ce sera très simple. Vous voyez la petite robe, celle que vous avez par exemple, ou le manteau que vous avez repéré dans le magazine Elle, et sur l'appli, hop, vous pouvez l'acheter en un seul clic. C'est encore autre chose que Sélectionniste, par exemple? Non, c'est autre chose. C'est encore autre chose, mais encore une nouvelle manière de vendre, et surtout d'acheter hyper rapidement dès qu'on voit ce qui est pour favoriser vraiment l'achat d'impulsion. Ah ouais, c'est ça. On est très impulsives, nous les femmes. Allez, et McDo, pour terminer rapidement, qui se met à la mode veggie. Et oui, effectivement, vous pouvez opter désormais pour le McChicken, mais version végétarienne. Et donc, à la place du filet de poulet, vous avez un filet végétarien avec dedans un mélange d'algues et de lait cru. Ne me demandez pas quel goût ça a. En tout cas, vous n'avez pas l'air hyper convaincu. Voilà, exactement. Pour le moment, c'est disponible là, il y a depuis quelques jours en Belgique, et ça va bientôt arriver chez nous. Bon, vous irez tester, hein, vous ferez le cobaye, Hélène, et vous nous racontez. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment le but de McDonald's, en proposer vraiment, offrir l'offre la plus large pour élargir sa clientèle. C'est osé. On va voir si ça marche. On fera un petit peu le point dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Merci beaucoup, Hélène Cornet. Allez, c'est l'heure de l'invité de la semaine dans Innover pour le commerce. C'est Serge Papin. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est Serge Papin. Bonjour. Bonjour. PDG de Système U, groupement coopératif qui regroupe Super U, Hyper U, Utile et U Express. Alors vous avez communiqué, on a suivi ça, notamment sur BFM Business il y a peu, sur votre choix d'évincer 90 substances controversées des produits de la marque U. C'est un travail de longue haleine, ça date pas d'hier, ça fait 5 ans que vous travaillez dessus. Vous avez déjà travaillé notamment et vous avez déjà sorti des produits qui ne contiennent plus 12 substances. Mais est-ce à dire que vous modifiez le positionnement finalement de votre marque propre, de votre marque distributeur, qui était surtout vue comme la mieux disante en termes de prix? Oui, alors la marque, la nôtre en tous les cas, est maintenant dans un positionnement, donc depuis 4-5 ans, comme vous le rappeliez, qui vise à réconcilier vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des filières agricoles, vis-à-vis de la santé
Et c'est ce point-là qui est important en ce moment. Vous voyez, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont au centre de toutes les discussions. Ça a même fait l'objet du débat à la primaire entre Manuel Valls et Hamon. Ça fait la une d'un journal national, d'un quotidien national ce matin. Et nous avons anticipé cela. On a débarrassé nos produits, par exemple, du bisphénol, du parabène, des phtalates. Après, on a pris fait et cause contre l'huile de palme, contre l'aspartame, parce que ce sont des engagements. Mais Serge Papin, au départ, cette marque distributeur, elle est surtout identifiée pour le consommateur comme celle qui va offrir le meilleur prix, ou au moins le meilleur rapport qualité-prix. Oui, c'est meilleur rapport qualité-prix, mais pas le prix à tout prix. Si, je vais vous citer un exemple. On maintient dans des petites briochettes le beurre, parce que c'est une tradition dans la brioche, alors que le leader de ce produit, la marque, donc, est à l'huile de palme. Et nous sommes donc, de ce fait, un peu plus cher. Et bon, voilà, mais c'est un choix. Alors c'est ça, Serge Papin, qui est assez incroyable, c'est qu'à la fin, finalement, une forme de doctrine, un petit peu, ou cette vision que vous avez, elle finit par fixer un critère de qualité qui est parfois supérieur à la marque nationale. C'est ça ce qu'on est en train de dire, c'est que ça arrive que parfois, c'est vous finalement qui drivez le marché quelque part. Ça arrive à de nombreuses reprises. Si je prends la pâte à tartiner célèbre, elle est à l'huile de palme. Nous sommes à l'huile de colza. Ça veut dire qu'on a une agilité plus importante et on peut faire des choix plus rapides que ces grandes marques. Et il nous semble que l'huile de colza, qui est récoltée en France, et je vous mets au défi, si on faisait une dégustation à l'aveugle, elle serait, vous la trouveriez aussi bonne, mais en même temps, elle contribue au respect de l'environnement, parce qu'on sait tous les inconvénients qu'ont la production d'huile de palme, notamment sur la forêt primaire en Malaisie. Mais Serge Papin, du coup, pensez-vous vraiment, ça c'est vous qui le dites, j'ai trouvé dans un article que les MDD dépasseront à terme, MDD donc marque de distributeur, dépasseront à terme les grandes marques, elles ressentent mieux les nouvelles attentes des consommateurs. C'est ça. Voilà, alors on y est, en tous les cas, je le crois. Moi, nous avons fixé un cap pour 2022 où on aura une majorité des ventes en volume avec avec notre marque. Peut-être atteindre 60% des ventes en volume. Aujourd'hui, elles sont 45 aujourd'hui. Et entre toutes les déclinaisons, c'est 30% ça sera. Alors aujourd'hui, c'est 35%, mais ça risque de monter à 45%. Et avec toutes les déclinaisons, parce qu'il y a le bio qui est concerné, il y a le premium avec la marque U-Saveur, qui sont les produits et les recettes plutôt des terroirs de bonne qualité. Et puis le vegan, par exemple. Alors le vegan. Le vegan, gros succès, on a lancé notre gamme Veggie. Pourtant, on est dans un réseau qui est plutôt à connotation petite ville, rurale. On n'est pas dans le 9e arrondissement de Paris. Eh bien, en 3 mois, on a fait les objectifs qu'on s'était assignés à l'année. Donc on voit bien qu'il y a une tendance là qui est là et qu'au fond, les engagements et les décisions que nous avons prises il y a 4-5 ans, elles résonnent vraiment maintenant avec l'opinion et les envies de nos clients et on en a les fruits aussi, je crois. Autre question, on arrive début mars, donc Serge Papin, petite question juste d'actualité, rapidement, comment se sont passées les fameuses négos entre industriels, fournisseurs, distributeurs? Comme d'habitude? Comme d'habitude, vous savez, les négos, je crois... Actuellement, on a l'impression de vivre un match de foot sans arbitre. Donc ça peut aller vers le pugilat. Et je crois qu'on est à la fin d'un modèle. Ce n'est plus possible que la loi du plus fort, parce que c'est ça la loi, parce que cette fameuse loi de modernisation de l'économie, dont un ancien ministre parle parfois à votre antenne, eh bien, elle était faite à condition qu'il n'y ait pas de déséquilibre significatif. Or, aujourd'hui, il y en a vis-à-vis des filières agricoles, vis-à-vis des PME. Les grands groupes internationaux, ce n'est pas pareil. Le rapport de force est à peu près équitable. Ce qui veut dire que si on veut préserver les filières, si on veut faire attention à notre tissu de PME, il est temps, avec le nouveau mandat qui va démarrer du prochain président de la République, de revoir cette loi de modernisation de l'économie, parce qu'on voit tous les dégâts qu'elle a derrière sur les filières, donc sur l'emploi aussi. Voilà. C'est très important que vous expliquiez ça un petit peu. Comment est-ce que vous traitez, vous, au sein de votre groupement, en fait, la différence entre
tout ce tissu finalement de PME artisanales et industrielles françaises, qui sont souvent de petite taille, par rapport aux grands groupes. Vous le traitez en négociation de manière différenciée? Complètement différemment, oui, on a des engagements, on a une charte qu'on a signée avec la FEF notamment, qui représente les PME, et j'en veux pour preuve que les négos avec les PME sont bouclés depuis le 31 décembre 2016. Ça, c'est très important d'expliquer ça. Voilà. Avec les ça veut dire que là, excusez-moi Serge, on est vraiment dans un combat entre puissants là maintenant. Maintenant, on est avec les grandes marques. Mais voilà. Regardez, il y a une dépendance. Il faut comprendre qu'une PME qui travaille que sur le territoire national, avec les 5 ou 6 acteurs de la distribution, on représente fatalement au moins 10 à 15% de leur chiffre d'affaires. Donc, à notre insu même et au leur, elles sont en quasi-dépendance. Imaginez qu'on ait des références, une PME avec laquelle on travaille, comment ils pourraient supporter une perte de 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, alors que chez un grand groupe international, Nestlé, L'Oréal ou Danone, on ne présente même pas 1% de leur chiffre d'affaires monde. Et on voit bien, c'est facile à comprendre. Bon, c'est à ce titre-là qu'il il y a un déséquilibre. Donc il faut modifier la loi. Et je crois que ce qui est drôle, c'est que ceux qui l'ont mis en place aujourd'hui sont les mêmes. Qui l'ont mis en place disent oui, mais c'est pas normal, il y a un déséquilibre, il faut... Mais oui, mais vous l'avez mis en place, messieurs, la loi est là, la loi est dure, mais c'est la loi, donc il faut la changer. Alors, en attendant que la loi soit changée, une toute dernière question, Serge Papin, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, justement, vos rapports avec les PME. Vous dites aussi, il faut réartisanaliser, là c'est un joli mot, nos magasins. Comment vous faites? Comment vous allez faire? Ça veut dire que les métiers de bouche, notamment, sont au cœur, nous, de notre réussite. Je dirais que c'est la vraie modernité, elle est là plus que dans la dernière technologie. Ça veut dire qu'il faut faire de la formation sur les métiers de bouche, encourager les jeunes à pas se considérer en échec scolaire s'ils vont rejoindre un métier comme boucher, pâtissier, boulanger, poissonnier. Donc on a un grand enjeu de formation, puis un enjeu aussi de rayon, de concept agréable pour que l'expérience des courses en magasin soit toujours une expérience qui fasse plaisir. Et c'est ça, nous, le défi des années pour lutter contre les Amazones et autres Alibaba qui vont venir nous chercher des querelles sur notre territoire. Il faut remettre l'humain au cœur, quoi. Il faut remettre l'humain au cœur, il faut remettre du lien. C'est ça. Voilà. Serge Papin, PDG de Système U, merci beaucoup à vous. Vous restez encore quelques instants avec nous. Rodolphe Bonnat, je ne vous ai même pas présenté PDG de CACOM. Voilà, c'est-à-dire que moi, on vous voit toutes les semaines, donc ça y est, je pensais que tout le monde vous connaissait. Moi, je bouge pas, je reste là. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Et donc, que nous ramenez-vous de votre petit tour du monde des innovations commerciales? Direction Bruxelles, Rodolphe? Exactement, direction la Belgique. On va s'intéresser à Delhaize, 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur son marché, 800 magasins, c'est un groupe international. Ils font quoi? Alors, c'est des supermarchés. D'accord. Donc, voilà, assez classique, assez traditionnel, on va dire ça. Ils ont un slogan qui est bien acheté, bien mangé. Ils ont une problématique toute simple et trouver ça assez génial. C'est, vous savez, on a toujours cette situation, vous connaissez ça, c'est comment est-ce qu'on distingue dans les rayons fruits et légumes, les fruits et légumes bio des fruits et légumes traditionnels. Et donc la problématique la plupart du temps, c'est qu'en fait le bio, on va se mettre soit à l'étiqueter, mettre un autocollant, soit on va se mettre à l'emballer pour dire attention, ça c'est du produit bio. C'est un peu antinomique si vous voulez comme message. C'est moins écolo, en disant voilà, c'est un peu moins écolo, en disant c'est du bio mais on va rajouter du packaging. Et donc Delhaize a eu cette idée de faire ce qu'ils appellent du natural branding, qui correspond en fait à si vous voulez à faire du laser fooding. Alors c'est quoi? Et en français donc. Je vais vous expliquer tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend les légumes et en fait on les passe dans une machine qui va en fait passer un rayon laser qui va dépigmenter la peau du légume et pouvoir inscrire les notions de bio, label, qualité, etc. Vous écrivez sur les patates. Exactement, c'est une sorte de coup de soleil qu'on donne aux légumes, si vous voulez, et ça vous permet d'éviter d'avoir cette empreinte écologique packaging sur le légume, puisque c'est directement installé. Alors, ce que je trouve assez génial, c'est pas nouveau, ça a été créé en 2009 en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis après ça a été importé en Suède, et c'est là que Delhaize a mis la main là-dessus. Mais ce que je trouve assez génial là-dedans, c'est que ça n'altère ni la saveur, ni la qualité du produit, ni le parfum du produit, et ça vous permet tout de suite de le mettre en œuvre. Alors je vais vous donner juste un métrique pour terminer, qui est assez intéressant. Il faut savoir que l'empreinte écologique d'une étiquette classique, quand vous la traitez sous cette forme qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire en laser, eh bien vous la diminuez de 98%. Donc ça veut dire qu'il vous reste quasiment plus d'empreinte écologique quand vous traitez les fruits et légumes comme ça. Serge Papin, ça vous intéresse? Oui, je l'ai vu.
Ah oui, bien sûr. J'ai vu ça, on nous l'a proposé. J'essaie plutôt, moi, d'aller vers... de se dire, au fond, que les gens, on peut avoir confiance. Pourquoi il y a ce problème? C'est à cause des balances. Parce que les gens pourraient éventuellement mélanger le produit conventionnel avec le produit bio, qui ne sont pas au même prix. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la démarque. Alors, écoutez, nous, on pense qu'il faut faire confiance. On rééquipe aussi les stands fruits et légumes de l'humain pour qu'il y ait la pesée dite assistée et de manière à ce qu'on puisse avoir une offre qui soit suffisamment large aussi avec les produits bio dans nos rayons fruits et légumes. Donc on est plutôt sur ce schéma-là. Mais j'ai vu, on nous l'a proposé. Alors, c'est intéressant. Alors on peut pas marquer les boîtes de conserve, je rappelle. On dépigmente que les légumes. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Merci beaucoup à vous. Serge Papin, PDG de Système U. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le débat de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Avec une question simple, la gare est-elle un point de vente comme les autres? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Patrick Roper. Bonjour. Bonjour. Directeur général de SNCF Gare et Connexion, qui exploite l'ensemble des surfaces commerciales de la SNCF, donc dans les gares. Cécile Buffard, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe de Point de Vente. Alors chaque jour, figurez-vous que 10 millions de personnes transitent par les 3000 gares de France. Vous avez lancé il y a quelques années, Patrick Roper, un vaste programme de rénovation et du coup aussi d'installation de commerce, notamment dans les gares d'Île-de-France. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous l'avez dit, on a 10 millions de personnes qui passent tous les jours en gare. La plupart de ces gens vont passer le matin et le soir tous les jours de la semaine. Et notre première responsabilité, c'est de leur rendre service, d'être utile et de leur simplifier la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous proposons et c'est ce que propose notre offre aujourd'hui. Mais le travel retail, comme on dit en bon français, le commerce de voyage, il est déjà très fortement développé en aéroport. C'est à peu près la moitié du travel retail en aéroport, seulement 30% en gare. Pourquoi on a pris du retard? Parce que dans d'autres pays aussi, ça a été plus vite. Je pense qu'on a mis du temps, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on accélère fortement. Vous pouvez le voir dans toutes nos gares. On est en ce moment en train de transformer massivement un certain nombre de gares, la gare Montparnasse, la gare de Rennes, de Nantes, de Bordeaux. Et donc, vous allez voir dans les 5 années qui viennent une gigantesque transformation. Et notre objectif, nous, c'est d'être capable de doubler en 8 ans notre activité. Cécile Buffard, est-ce qu'on vend de la même manière en gare et dans un centre commercial ou dans un centre-ville finalement? En quoi le commerce de gare est-il différent? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs points, on va commencer par quoi? Oui, alors c'est vrai que évidemment le lieu étant différent, la façon de vendre est forcément différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le commerce en gare, on a un consommateur qui bouge, qui est en transit, qui est de passage, donc un consommateur qui est pressé. Donc il faut pouvoir lui offrir des choses très rapidement, il faut lui offrir aussi des choses qui sont adaptées au voyage, puisque beaucoup prennent le train ou le RER. Il faut lui offrir des offres, par exemple de picking, c'est-à-dire qu'il peut commander depuis son smartphone et aller chercher ses courses sur son trajet. Et ça, c'est tout un concept marchand, finalement, qui est assez nouveau et que les retailers peuvent exploiter. Alors on va revenir sur ces différents points avec vous, Patrick Roper. Mais justement, si on regarde, si on s'arrête sur votre premier point, Cécile Buffard, le taux de captation dans les 30 premières gares est de 33%. C'est de 100% en centre commercial. Là, on a de quoi faire. C'est-à-dire le moment où le commerce va attraper finalement le passant. Mais les flux ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez au centre commercial, vous y allez pour acheter avec une intention d'achat ou de visiter. Quand vous allez dans une gare, vous allez avec une intention pour voyager. Et donc, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes taux de captation. Par contre, derrière, quand un client entre dans un magasin, on a exactement les mêmes taux de transformation, 75% à peu près. Et puis, c'est en train d'augmenter fortement. Et tout notre métier, tout notre savoir-faire, c'est d'augmenter ce taux de captation. Et en ce moment, par exemple, on a un investissement sur le digital qui est extrêmement essentiel pour pouvoir mieux connaître les consommateurs et mieux adapter nos offres et les inciter à consommer. Cécile Buffard parlait de quelque chose de très important aussi, en parlant du pick-up, ce sont les services. Il faut y associer des services. Il y a quelques jours, justement, vous étiez à Pont-Cardinet pour inciter des start-up justement de services comme La Ruche qui dit oui et bien d'autres à s'installer dans vos gares. C'est ça aussi, c'est le service en plus du commerce? Ce qui est très différent entre une gare et un centre commercial, c'est qu'une gare, c'est vraiment un lieu où on passe tous les jours et on a du coup une palette de services. Vous allez trouver en gare à la fois une poste, à la fois un laboratoire d'analyse médicale, puis à la fois toute l'offre classique de restauration et autre chose. Et donc, on est là dans une utilité aux gens. Notre activité, elle se développe si on est utile aux gens qui passent là tous les jours. Et l'exemple de Pont-Cardinet, c'est un exemple où on teste un nouveau concept. On fait venir 8 startups
La moitié, 4 sont sur la partie du food, c'est-à-dire la restauration, la préparation du repas du soir. 4 autres sont sur les petits travaux ménagers de la famille du soir. Et c'est cet assemblage-là qu'on essaie de faire. C'est vraiment une offre de conciergerie pour tout le monde, à la fois pour nos clients et les clients du quartier. Cécile Buffard, pour une enseigne, c'est plus rentable de s'installer en centre commercial ou en gare ou en centre-ville? Est-ce qu'on a à peu près les proportions? Comment on peut regarder tout ça? Bon, déjà, si c'est en termes de coût du loyer, c'est sûr que les gares, c'est comme des grandes artères commerciales ou comme des centres commerciaux. C'est-à-dire que plus il y a de flux, plus les loyers vont être élevés. Ensuite, on est sur de la redevance. C'est-à-dire que c'est un pourcentage de redevance qu'on reverse à la gare. Donc ça peut être assez élevé et souvent ce sont des grands acteurs qui sont présents dans les gares. Ce ne sont pas des start-up ou des petites enseignes. Il y a un coût, mais il faut trouver, et c'est peut-être aussi la difficulté pour réussir, il faut trouver le marketing mix qui soit suffisamment bon, suffisamment fort pour que les coûts fonciers soient comblés par le chiffre de vente et qu'il y ait suffisamment de passages pour compenser ces loyers un peu chers, ces redevances. Patrick Repère, vous vouliez répondre sur ce point? Oui. D'abord, il y a une question de flux, c'est-à-dire qu'en centre commercial, vous allez aux 4 temps à la Défense, qui est un des grands centres à Paris, vous avez 120 000 personnes par jour. Gare du Nord, vous avez 750 000 personnes par jour, donc un flux colossal. C'est ce que vous vendez crée de la valeur. C'est évidemment ce qu'on vend en enseigne. Et par ailleurs, ensuite, on cherche à avoir un mix d'offres. Ce qui nous distingue également, c'est que tout le monde vient en gare. Absolument tout le monde. Toutes les catégories socio-professionnelles. Alors que dans les centres commerciaux, ils sont très segmentés par leur géographie. Et donc, on doit servir tout le monde, à la fois des plus modestes aux plus aisés. Et c'est ce que vous trouvez chez nous. Et du coup, on a évidemment une capacité à faire des prix différents pour des startups, des petites entreprises ou des entrepreneurs locaux et puis des grands groupes. Et on essaie d'avoir un mix des deux un peu partout. Mais est-ce que c'est un lieu où on peut tester des process, des manières de vendre, des enseignes peut-être qui voudraient se tester auprès du commerce? Bien sûr, nous on a toute une offre de commerce éphémère qui nous permet de tester les concepts. On le propose à toutes les grandes enseignes. Puis après, on peut prendre une location pendant une courte durée. Et on le fait très fréquemment aujourd'hui. Les gares sont un véritable laboratoire du commerce et de l'activité économique dans les villes. Mais n'y a-t-il pas la concurrence, justement, Cécile Buffard, avec le commerce voisin, finalement? Parce que la gare, elle est en centre-ville, par définition, ou pas très loin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence qui s'opère là? Oui, il y a certainement une concurrence. Après, tout dépend où se situe la gare. Mais c'est vrai que à partir du moment où les gens sont obligés de passer par la gare, tout du moins tous ceux qui sont obligés de prendre les transports, ça crée un flux nécessaire et de toute façon toujours présent, ce qui n'est pas le cas des commerces aux alentours. Après, tout dépend à côté d'où se situe la gare. Si c'est à côté des Champs-Élysées, il n'y a pas de gare à côté des Champs-Élysées, mais on imagine qu'il y aurait une confrontation. Quand on pense à la gare Saint-Lazare, qui a été une de vos grands, le premier de vos grands projets parisiens, c'est vrai qu'à côté, on a quand même d'autres lieux commerciaux. Est-ce qu'ils ont perdu suite à... Non, pas du tout. Vous connaissez l'adage de nos grands-mères, c'est le commerce qui apporte le commerce. Et donc ça marche absolument partout. Et évidemment, aujourd'hui, on essaye, nous, de tisser le lien avec les chambres de commerce autour, de faire venir des artisans. Par exemple, à Lille, il y a un célèbre pâtissier qui est dans la gare. À la gare du Nord, on va installer un restaurateur qui est à 300 mètres et qui va venir s'installer. Donc on essaie toujours de tisser des liens. Notre métier, c'est à la fois de servir les gens de la gare et les gens du quartier et tout autour du quartier. Et quand j'étais à Pont-Cardinet avec la maire du 17e la semaine dernière, elle était extrêmement intéressée et elle était convaincue, et on voyait des gens qui venaient parce qu'ils habitent à côté et ça va leur faciliter la vie. Vous avez le droit d'ouvrir le dimanche dans les gares? Dans 12 gares aujourd'hui. Voilà, ça a changé les choses pour vous? Ça a changé lentement, si on se dit la vérité, et ça va beaucoup changer avec l'ouverture, là, depuis le début de l'année, du boulevard Haussmann. Je pense que ouvrir les gares, il faut aussi que ça s'accompagne d'un changement du comportement des consommateurs. Et changer le comportement des consommateurs, ça prend du temps. Donc à nous de nous y adapter, mais ça vient progressivement. Alors justement, c'est la question qu'abordera Hervé Nobelli dans une seconde. Merci infiniment Patrick Repère, directeur général de SNCF Gare et Connexion. Cécile Buffard, rédactrice en chef adjointe de Point de Vente. Le mot du ministre. BFM Business. Innover pour le commerce. L'édito. Et le mot du ministre, Hervé Nobelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur. Et la question de l'ouverture du dimanche, c'était une question qui vous a concerné de près et donc qui dure jusqu'à aujourd'hui. Oui, et c'est un des débats qu'affectionne la société française. Ça fait près de 10 ans qu'on s'étripe sur l'ouverture des magasins le dimanche. Vous vous souvenez que dans les années 2008-2009, on avait créé les périmètres d'utilisation commerciale exceptionnels,
C'était des périmètres dans lesquels on pouvait déroger à la loi. La loi dit le repos hebdomadaire, c'est le dimanche. Et on a dérogé, et puis on a continué de déroger tranquillement. Et la dernière loi d'août 2015 déroge, puisque le maire maintenant pourra autoriser 12 ouvertures par an. Et puis surtout, on a créé des zones touristiques internationales. Bref, on a inventé des concepts pour pouvoir s'autoriser à déroger. Et c'est ainsi qu'on avance vers une réforme à petits pas qui est l'habitude française. Comme vous le voyez, les Galeries Lafayette, le Printemps, tout cela ouvre maintenant le dimanche après négociation. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on aura perdu du temps, on aura perdu 10 ans pour qu'il y ait 15% de commerces qui ouvrent le dimanche aujourd'hui à Paris, dans ces zones. Et on pourrait peut-être se poser la question, si j'ai envie d'ouvrir, si mes salariés sont d'accord pour que j'ouvre, pourquoi est-ce que je n'aurais pas l'autorisation d'ouvrir? Ça pourrait peut-être permettre de gagner du temps à la société française et de gagner des touristes qui parfois se détournent des grands centres touristiques français faute d'ouverture des magasins le dimanche. Très bien, vous venez de relancer le débat pour 10 ans. Merci beaucoup, monsieur Novelli. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Allez, Innover pour le commerce, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure sur BFM Business, samedi 13h et dimanche 19h. Très bonne semaine.